Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Marc V. Bekale, maître de conférence à l'IUT de Troyes et à l'Université de Reims. Léon Kongou, chercheur en sciences politiques. Jean-Marie Tallet, directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience, m'accompagne depuis le début de cette émission. Tout de suite, le Zoom. Le continent africain est sur la bonne voie en matière d'électrification. C'est le constat de la Banque mondiale. Des pays en effet comme le Rwanda ou encore le Kenya ont réussi respectivement à tripler ou à doubler en moins d'une décennie l'accessibilité à l'électricité. Le continent amorce en effet une réduction de son déficit énergétique. Une première, cependant, rien n'est encore réglé puisqu'à l'heure actuelle, 600 millions de personnes vivent encore sans électricité en Afrique subsaharienne. Le point avec Ange Bijou Nomenyo. Avec un taux d'électrification de 43% pour une estimation de 87% au niveau mondial, le continent africain n'a pas encore atteint son plein potentiel de couverture en énergie électrique. Selon la Banque mondiale, cette situation est due à une faible demande des populations africaines plutôt qu'à un déficit de production. En effet, les raisons liées à la demande représentent 56% des facteurs de contrainte de l'accès à l'électricité. Les sources à partir desquelles nous avons l'électricité sont des sources difficilement mobilisables de façon permanente. Nous sommes dans l'hydroélectrique. Ce sont des sources effectivement qu'on n'a pas absolument donc le contrôle. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait vraiment que le coût du solaire est très élevé. Les tarifs électriques en Afrique sont parmi les plus élevés du monde, mais dans le même temps, ils sont souvent en dessous des coûts de production de l'électricité. Au Libéria, par exemple, plus de la moitié des foyers connectés au réseau électrique n'ont jamais eu d'électricité. Ce taux descend à 30% pour des pays comme l'Ouganda ou la Sierra Leone. En termes de solutions, je pense qu'il faut aller vers les sources d'énergie renouvelables. Deuxièmement, il faut vraiment une synergie d'action au niveau des pays africains. Mais on met des efforts ensemble, on produit de l'énergie, on peut faire une redistribution. L'adoption des technologies telles que les compteurs intelligents, les solutions de prépaiement de l'énergie ou les installations prêtes à monter pour contourner le manque de respect des exigences de qualité des logements permettra de résoudre ce problème de lenteur d'électrification. Alors, une situation qui révèle quand même une grande disparité. Avec d'un côté, alors on a été effectivement un peu surpris par l'arrêt du sujet, mais on va quand même pouvoir introduire le débat, savoir cette disparité entre finalement des pays où le taux d'électrification va vers les 100% quasiment, et dans d'autres pays, moins de 10% de la population. Les pays d'Afrique du Nord, les pays d'Afrique du Nord sont à 100% d'électrification. Malheureusement, les pays d'Afrique centrale particulièrement, parce qu'ils occupent la queue du peloton dans l'électrification, dans ce problème-là, qui est d'ailleurs qui est central pour le développement économique. Pour le développement économique, parce que sans électricité, sans courant électrique, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire tourner les usines, etc., etc. Et donc là, je crois que ce problème est également lié, on le disait tout à l'heure quand on parlait en off, est également lié à la manière dont certains dirigeants accèdent au pouvoir. C'est-à-dire, on met d'autant plus en place des projets que l'on craint d'être éjectés de façon démocratique. Or, lorsque vous avez des régimes, et je parle beaucoup plus de l'Afrique centrale parce que le problème se pose de façon différente ailleurs, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, je pense au Sénégal, etc., qui est en bonne voie sur ces questions-là. Et donc voilà, ça c'est absolument en lien avec les régimes politiques, les modes d'accès au pouvoir, ce qui fait que lorsqu'on arrive,
il n'y a pas de pression démocratique, il n'y a pas de pression de l'électorat. Parce que si, je veux dire, on se dit, oh, je vais passer par n'importe quel moyen, le développement reste à la traîne. Ben, donc, moi, ce que je pense, on en parlera probablement tout à l'heure, que, bon, il y a certainement des voies possibles, n'est-ce pas, surtout pour des populations rurales, parce que ce sont les zones les plus affectées par le déficit d'électrification. Donc, bon, dans les zones urbaines, ça tient plus ou moins. Certes, il est vrai que vous avez des zones qui sont plus ou moins marginalisées à cause d'une installation anarchique dans les villes africaines, mais il reste que c'est absolument vital et essentiel justement pour les économies africaines. Léon Congo. En fait, sur une population d'1,2 milliard, lorsque 640 millions seulement ont accès ou alors sont en marge, je dirais, de ce progrès, cela pose problème. Mais comme il a tantôt souligné, je pense qu'il faudrait dire bravo à ceux qui ont compris que l'électricité, c'est une source de développement et que, en fait, elle contribue également au bien-être des populations. Il a notamment souligné, en fait, des pays, certains pays en Afrique du Nord. Un pays comme l'Algérie, c'est presque 100% de satisfaction. Le Maroc n'est pas très loin de là. Et même en Afrique subsaharienne, en fait, le Sénégal, c'est presque 61%. C'est-à-dire de satisfaction. Et bien sûr, la difficulté où on broie effectivement du noir, c'est l'Afrique francophone, je dirais, centrale. Et là, en fait, je pense qu'au-delà des modes de gouvernance, c'est une question de choix aussi, de choix économiques et même, je dirais, de diversification de sources. Parce qu'en fait, on reste ici ancré dans l'hydroélectrique. Qui a, certes, en fait, même dans les pays développés, ça reste encore une source d'énergie satisfaisante, mais dans des pays africains où on ploie, c'est-à-dire sous d'autres réalités, notamment d'ordre naturel aujourd'hui, à savoir les sécheresses, cela pose problème. Il faut donc essayer de se tourner vers d'autres sources, peut-être ce qu'on appelle les énergies renouvelables, le solaire particulièrement, l'éolienne, le solaire, et même pourquoi pas, c'est-à-dire nous sommes dotés d'un potentiel en matière de gaz naturel. Ce secteur aussi peut être, je dirais, mis à contribution, c'est-à-dire ce n'est que cette diversification, c'est-à-dire des sources qui peut permettre à ces pays de résoudre de manière assez efficace le problème de l'électricité. Jean-Marie Dallet. Je souscris à ces analyses-là qui viennent d'être faites, mais je vais rajouter autre chose. Vous voyez, plus on tend vers, entre guillemets, la démocratie à la version, on va dire, africaine, qui tient compte des réalités sociales africaines et de son environnement, comme le Sénégal, comme d'autres temps le Bénin, on s'aperçoit qu'il y a une véritable progression en matière de gestion sociale, voire même énergétique, et en tout cas de la chose économique. Mais quand on se rapproche des pays à dictature ou des pays à gestion calamiteuse, on comprend très vite qu'il y a quelque chose qui se passe. Prenez l'Afrique centrale. C'est le vivier, c'est là où il y a le fort potentiel. Vous avez le Baradinga, vous avez, on va dire, RDC, vous avez le Cameroun. Rien que ces deux pays-là. Rien que ces deux, en matière d'électrification, sont capables de produire l'essentiel de l'énergie. Et là, je ne suis pas d'accord quand on parle de la question de sécheresse ou de la question de l'environnement. Non, les deux pays sont capables de produire de quoi fournir les besoins de l'Afrique, ne serait-ce que de l'Afrique centrale minimum. Alors, dans le sujet, vous avez dit que non, il n'y a pas une forte demande, il y a une forte demande. Il a évoqué les zones rurales, le développement rural. Le minimum, quand on y met de l'électricité, ça veut dire que ça assoit les populations et ça permet aux populations de développer l'économie. Qu'on le veuille ou pas, c'est systématique et c'est même naturel. Et là, personne n'en veut. Or, on a un fort potentiel en capacité énergétique. Les centrales thermiques dont vous avez parlé, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, ainsi de suite,
personne ne veut les développer parce qu'il n'y a pas de politique énergétique véritable dans nos pays d'Afrique centrale. Je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres pays, mais chez nous, on n'en a pas véritablement. On en parle beaucoup, mais on en fait très peu. Alors on dit que l'énergie coûte cher, l'électrification, l'énergie solaire, ainsi de suite. Je dirais non, il faut arrêter ces conneries. Ça ne coûte pas plus cher que l'énergie fossile. Voilà. Alors il faut qu'on arrête ces conneries, parce que c'est un pays qui va décider exactement, en fonction de sa politique, de sa vision, ce qu'elle veut mettre en matière de financement et d'accompagnement des systèmes, en tout cas d'électrification ou d'énergie. Or, quand vous entendez simplement les discours des banques mondiales qui sont à la botte de certains, on va vous dire qu'il est impossible pour un pays d'Afrique centrale, comme le Cameroun par exemple, ou comme le Tchad, d'installer des panneaux solaires, alors que vous avez des régions et des zones où on peut avoir du soleil pratiquement toute l'année. Et on va vous dire maintenant, derrière, vous savez, le transport de l'électricité, ça pose des problèmes, ça coûte très cher. Mais il faut qu'on arrête de nous dire tout ça. Quand un pays a des besoins, absolument, comme le pays d'Afrique centrale, les besoins sont cernés, les PME, PMI sont les plus forts créateurs d'emplois. Les zones rurales doivent être développées. Les populations, même en zone urbaine, les petites activités que vous voyez, la vie active des zones urbaines doivent être développées, ont besoin d'énergie et il y a toutes les possibilités d'avoir l'énergie. Absolument. Vous avez la méthanisation aussi qui produit de l'énergie. Donc il faut qu'on arrête de nous faire croire que c'est impossible. Tout est possible aujourd'hui en Afrique en matière d'électrification, que les États s'y mettent et en fassent une véritable priorité en matière de gestion politique, en matière d'objectifs politiques. Et il y a, comme je dis encore, les moyens financiers pour le faire. L'argent qui est détourné dans nos pays d'Afrique, qui est planqué à l'extérieur, en Occident, en Europe, un peu partout dans le monde, qu'ils aillent récupérer cet argent et qu'ils le ramènent et qu'ils financent des panneaux solaires, qu'ils financent des centrales. Et c'est pour ça que, sans vouloir vous interrompre, je parle par prétérition, c'est pour ça que tout à l'heure, on évoquait la question de la gouvernance. Pourquoi? Parce que je crois que sur la question de l'électrification ou le type d'énergie que l'on va utiliser, vous avez des pays comme le Kenya qui ont compris qu'il y a, en utilisant les panneaux solaires, il y a les panneaux solaires domestiques. C'est-à-dire que tout est, on va pas, c'est-à-dire il ne s'agit pas systématiquement et nécessairement de demander de lancer de grands projets comme le fait le Maroc aujourd'hui dans le Sahara, mais on peut envisager. Et là aussi, d'ailleurs, c'est une source de création du travail, d'emploi, à savoir que la distribution pas la distribution gratuite, c'est-à-dire que les panneaux solaires domestiques, qui sont fabriqués dans certains pays asiatiques. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire la publicité gratuite, n'est-ce pas, qui existe aujourd'hui, ce mode de consommation d'énergie, de production de l'électricité qui existe aujourd'hui dans un pays comme le Kenya, où par exemple j'ai lu un témoignage d'une Kenyane qui s'est installée dans ce créneau de distribution des panneaux solaires à des populations rurales et qui aujourd'hui ont développé leurs activités agricoles, l'élevage, de telle manière que l'anecdote dans l'affaire, c'est quoi? L'anecdote dans l'affaire, c'est que par exemple, il y a des couples qui ont des poulaillers. Et comme ils ont leurs panneaux solaires domestiques, l'électricité allumée pendant toute la nuit, et les poules, dorment plus, et ça fait pas mal ça fait des œufs, ça fait donc c'est purement anecdotique, c'est pour dire que il y a la dimension, l'enjeu national, mais il y a aussi justement ce niveau-là de consommation domestique rurale que l'on peut développer, même dans les grandes villes africaines. Si vous permettez, juste rapidement, vous savez alors les États vont vous dire qu'il y a le recyclage des piles, le recyclage de tout ce qui va conserver. Alors tout ça, c'est des conneries. S'ils veulent la réelle solution, résoudre ces problèmes-là, ce n'est pas une question de stockage de l'énergie, ce n'est pas une question de recyclage des piles ou ainsi de suite. Qu'ils aillent dans les grandes universités, que ce soit ici, qu'ils aillent à l'école polytechnique d'Orléans, pour ne pas citer cette école, ils vont trouver à l'école polytechnique d'Orléans des possibilités de pouvoir conserver ces énergies-là dans certains types de cuves qui ne demandent pas de recyclage. Donc c'est possible. Quand on veut réellement dans nos pays, c'est qu'on peut le faire. On peut le faire. Et à partir de ce moment-là, il suffit de l'intégrer comme une véritable politique. On passe notre temps à mettre la charrue avant les bœufs, à tourner en rond, et pendant ce temps, si vous regardez, il y a beaucoup de financements qui sont déployés
pour faire tout ça, mais on ne les fait jamais. Mais les financements ne restent pas, ils ne sont pas affectés à autre chose, mais ça disparaît. Et donc il faut à un moment donné qu'on se prenne un peu au sérieux. Suffisamment structurés au Congo. En fait, moi, je voulais une fois de plus le réitérer, et je souscris totalement à ce qu'il a dit. Le problème réside, je dirais, au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire c'est des choix, c'est-à-dire c'est des choix politiques, c'est des choix économiques. Il se trouve que la plupart de nos pays aujourd'hui, c'est-à-dire restent encore au niveau de la production hydroélectrique. Et cela me permet en fait de revenir sur cette question que vous avez posée, à savoir la faible demande. Non, loin de là, parce qu'il faudrait déjà ne serait-ce que satisfaire la demande domestique. On a par exemple vu, il a pris en fait l'exemple du Cameroun. J'ai vu en 2016 l'un des plus grands consommateurs d'électricité, à savoir la société d'aluminium à l'UQAM, a dû réduire en fait sa consommation de 60 mégawatts, tout simplement parce que en fait le fleuve Sanaga, qui a les deux barrages, Edea et Son Loulou, avait un problème d'étiage. C'est-à-dire la sécheresse avait frappé par là et l'UQAM voulait donc permettre aux ménages de continuer à avoir de l'électricité. Cela veut dire que la demande, elle est là. Mais c'est l'offre qui n'est pas suffisante. Et cette offre n'est pas suffisante parce qu'elle ne fait pas l'objet d'une diversification. Merci à tous les trois pour votre éclairage. On arrive au terme de cette émission. Merci à vous, Léon Kongou. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques. Un grand merci à vous également, Marc Mvebekale, maître de conférence à l'IUT de Troyes et à l'Université de Reims. Jean-Marie Talley, merci. Vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Très belle soirée. Merci.